Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. C'est une première depuis la rupture de leur relation diplomatique il y a 35 ans. L'Iran et les États-Unis se rencontrent en tête-à-tête à Genève pour parler du nucléaire iranien. Alors ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais jusqu'alors les discussions n'étaient absolument pas officielles. Cette ouverture de l'Iran menée par son nouveau président Hassan Rouhani peut-elle avoir des répercussions régionales sur le conflit irakien ou encore sur le conflit syrien? À l'intérieur, le président iranien Rouhani peut-il gagner la bataille contre les conservateurs? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Fariba Ashtroudi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur, je montre votre ouvrage, Le Colonel et l'APA 455, et c'est aux éditions Albin Michel. Avec nous, Bernard Ourcade, bonsoir, merci d'être avec nous, directeur de recherche au CNRS, directeur du site irancarto.cnrs.fr. Vous avez toutes les cartes sur l'Iran, c'est très complet comme site. Auteur de Géopolitique de l'Iran aux éditions Armand Collin et auteur de Géopolitique de l'Iran aux éditions Armand Collin. Antoine Bazbouz, bonsoir. Antoine, directeur de l'Observatoire des pays arabes et auteur du Tsunami arabe, et c'est aux éditions Fayard. Pierre Conessa, bonsoir. Maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques, auteur de Surtout ne rien décider, manuel de survie en milieu politique, et c'est aux éditions Robert Laffont. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le président iranien Hassan Rouhani, qui était hier en Turquie, à Ankara, et il évoque le programme nucléaire iranien. On l'écoute. Nous avons discuté du nucléaire et avons des points de vue similaires. La Turquie a toujours été coopérative, à la fois durant les négociations du groupe 5+1 et aussi concernant le droit qu'a chaque pays d'accéder à une technologie nucléaire pacifique. Nos deux pays partagent ainsi leurs efforts quand l'enjeu devient régional pour que la région soit exempte d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive. Fariba Ashtroudi, est-ce que la relation entre l'Iran et les États-Unis est en train de bouger aujourd'hui? Oui, sûrement, bien sûr. Oui, c'est en train de bouger. Mais alors, jusqu'où ça peut bouger, ça, c'est une vaste question. Et ça bouge parce qu'il y a aujourd'hui à la tête de l'Iran Hassan Rouhani? C'est pas que la personne de Hassan Rouhani. Évidemment, Hassan Rouhani représente tout un courant en Iran. Et ce courant ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis des années. Et ceux qui en Iran, on appelle les pragmatiques, les réformateurs, on peut les appeler, néanmoins les pragmatiques, je suis d'accord sur ce terme tout au moins, savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça, ils vont droit dans le mur. Donc c'est tout un courant représenté par plusieurs pôles, aussi bien au sein des gardiens de la Révolution qu'au sein du clergé, surtout la société civile et effectivement les intellectuels, les économistes. Donc Rouhani ne représente que le symbole de tout ça, et il essaye de rassembler toutes ces tendances autour de sa personne. Il n'a pas trop mal joué jusqu'à présent, à mon sens, mais néanmoins, la guerre n'est pas gagnée. Oui, il a quand même une marge de manœuvre qui reste étroite, on va en parler. Pierre Conessa, vous qui êtes un spécialiste de stratégie, on s'étonne qu'aujourd'hui, on parle officiellement de ces rencontres bilatérales, qui d'ailleurs se multiplient à chaque fois, ce sont des rencontres bilatérales. C'est les Iraniens qui rencontrent aujourd'hui les Américains, qui le disent officiellement, alors qu'ils s'étaient déjà rencontrés à Oman en 2013. Les Iraniens qui disent aussi on va rencontrer en bilatéral les Français, et puis on va rencontrer en bilatéral les Russes. Quelle est la stratégie des Iraniens? Je crois qu'il y a une stratégie des deux côtés quand même. Il ne faut pas penser que seul l'Iran a pris des initiatives. Les Iraniens ont depuis longtemps d'ailleurs proposé des rencontres bilatérales pour essayer de découpler, si vous voulez, à l'intérieur du groupe 5+1 des négociations directes. Bon, il faut aussi se rendre compte que du côté occidental, il y a la nécessité de discuter. La politique de l'embargo, qui était destinée à empêcher le programme balistique et le programme nucléaire iranien, est un échec complet, puisque finalement, ça n'a jamais arrêté le programme nucléaire.
Donc au moins de ce côté-là, mais il faut aujourd'hui, bien... les Iraniens reviennent quand même à la table des négociations. Peut-être que s'il n'y avait pas eu les sanctions et quand même avec toutes les conséquences économiques que l'Iran a connues, peut-être que les Iraniens ne seraient pas retournés à la table des négociations. S'ils retournent à la table des négociations, c'est peut-être que les sanctions ont quand même eu leur effet. Vous pouvez tout aussi bien dire qu'effectivement les élections ont apporté un résultat qui n'a pas été discuté et qui a surpris tous les observateurs, parce que n'oubliez pas que les observateurs sur l'Iran prédisaient tous la victoire du camp des durs. Or, Rouhani est élu au premier tour avec 55% des voix dans une élection qui n'est pas discutée. Donc vous avez aussi un phénomène sociologique de la société iranienne qui fait que ce système n'est pas démocratique au sens où nous l'imaginons nous, mais en tout cas il est capable de créer des surprises. Et donc vous avez des Occidentaux qui sont obligés de sortir d'une position de guerre de tranchées. Le programme nucléaire a échoué, le débat politique en Iran a amené un homme qui est prêt à discuter. Donc il y a aussi le changement de stratégie des Occidentaux. Et le fait que les Américains soient été les premiers à discuter avec les Iraniens devrait plutôt inquiéter les Français, vous savez. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce qu'on est dans une situation où évidemment le marché iranien, ou le contrepoids iranien, si vous voulez, à l'Arabie saoudite est quand même un élément d'une carte régionale extrêmement important. Et donc... on ne peut pas imaginer que les États-Unis laissent faire qui que ce soit d'autre dans l'ouverture des négociations avec l'Iran. Vous savez, aujourd'hui, par exemple... Il y a l'aspect géopolitique, mais l'aspect aussi économique. On en parlera tout à l'heure parce que c'est un énorme marché, le marché iranien. C'est 80 millions de consommateurs et donc tout le monde, là, se précipite aux portes de l'Iran. Antoine Basbous, comment qualifier ? Parce que c'est quand même... Est-ce que c'est important ce qui se passe aujourd'hui, cette rencontre bilatérale qui est annoncée au monde entier ? Est-ce que c'est une page qui se tourne aujourd'hui dans ces relations entre les États-Unis et l'Iran ? Je pense que c'est une étape importante dans le rapprochement. Au début, c'était les rencontres secrètes en Oman. Et puis après, le coup de téléphone d'Obama au président Rouhani sur la route de l'aéroport en septembre dernier en venant de l'ONU. Et maintenant, à mon avis, ils sont arrivés à quelque chose de sérieux, de profond, qu'ils veulent officialiser, annoncer. Et je pense que le président Rouhani n'est pas arrivé seulement par les élections, parce qu'il y a eu des éliminations au sein de chaque camp qui ont fait que Rouhani représentait seul le camp que le guide voulait qu'il soit élu, en laissant de l'autre côté plusieurs candidats. Donc les radicaux avaient un grand choix et donc leurs voix se sont dispersées, alors que Rouhani est arrivé au premier tour, avec une mission. Et ça, je l'ai appris, qu'il a pour mission d'arriver à trouver un accord sur le nucléaire et un Yalta sur l'ensemble des questions de la région. Parce que ça fait quand même une trentaine d'années que l'Iran accumule les cartes entre ses mains. Il a réussi à faire un croissant chiite qui s'étend de la Caspienne à la Méditerranée. Il a des cartes en Afghanistan, Irak, Syrie, même auprès des Palestiniens, le Hezbollah au Liban, même au Yémen pour gêner l'Arabie. Et donc, c'est le moment où le monde arabe s'effondre et que l'Iran veut jouer ces cartes-là avec une administration américaine qui est molle, qui ne cherche que de s'accorder avec l'Iran, qui est prête à tourner une page et qui ne veut plus intervenir dans cette région du monde. Donc voilà, c'est une opportunité, mais qui n'aura pas été... C'est une opportunité pour les deux côtés, mais qui n'aura pas été facile sans les sanctions. Ce sont les sanctions, et surtout les sanctions des 2 dernières années, qui ont obligé l'Iran de poser un genou par terre. C'est le fait des sanctions prioritaires. Je crois que Bernard Hourcade, il n'est pas d'accord sur les sanctions, pour l'avoir eu plusieurs fois sur le plateau, le fait que ça pousse justement, que ça a obligé l'Iran à revenir à la table des négociations. Quand même un peu aujourd'hui, avec un peu de recul, on peut le dire. Il est évident que la difficulté économique dans laquelle se trouve l'Iran, imaginez que la France soit interdite d'exporter quoi que ce soit, l'économie française serait à genoux et donc le gouvernement français, quel qu'il soit, serait amené à négocier. C'est un état de fait. Mais les sanctions ont changé les rapports de force, simplement. Et plutôt renforcer l'Iran et créer une unité nationale en Iran qui n'existait pas politiquement et dont, évidemment, le guide et Rouhani ont bénéficié. En disant tout le monde est d'accord en Iran pour trouver une solution avec les États-Unis. Ça fait 35 ans que ça dure. Il faut trouver une solution crédible et durable. Il faut sortir de cette impasse. Tout le monde est d'accord ? Tout le monde est d'accord pour trouver... En Iran, est-ce que le guide est d'accord avec pas à n'importe quel prix. Rouhani ? Il y a deux choses. Il y a une évidence, on ne peut pas... Élysée, à l'époque de l'Union soviétique, États-Unis, Washington et Moscou avaient des relations diplomatiques. Ils étaient les meilleurs ennemis du monde, mais il y avait au moins un consensus pour négocier, pour discuter, pour vivre ensemble. Je dirais, pourquoi pas aujourd'hui ? L'Iran ne sera pas l'ami des États-Unis, et réciproquement. Cela dit, on peut avoir des relations diplomatiques, économiques et politiques à peu près normales. Et pas à n'importe quel prix. C'est pour ça qu'actuellement en Iran,
parce que tout le monde sent très bien que sur le nucléaire, il y aura une solution. Avec les États-Unis, il y aura une solution. Vous pensez, pardonnez-moi Bernard Arcade de vous interrompre, mais justement sur le nucléaire iranien, est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment une solution? Parce qu'il y a quand même des points qui sont quand même des points de divergence. Je pense notamment à Arak, au site d'Arak, où là les Iraniens ne veulent pas en entendre parler de la fermeture de ce site, de Fardo aussi. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va parvenir à un accord d'ici le 20 juillet? Je ne suis pas d'un membre de la délégation qui négocie, mais tout le monde sait qu'au Irak, il y a une solution qui est trouvée. La question est encore grave. L'Iran a 20 000 centrifugeuses, ils en avaient 150 ou 200 il y a 10 ans. Il y a une question technique. Les diplomates sont là pour travailler, ils travaillent sérieusement cette question, ils veulent aboutir. Et on aura une solution, parce que comme c'était dit tout à l'heure, tout le monde des deux côtés veut trouver une solution parce qu'il y a des problèmes graves qui se passent. Ce qui se passe en Syrie, ce n'est pas anodin. Ce qui se passe à Mossoul, qui vient être pris par les djihadistes hier, ce n'est pas anodin. L'émergence... On a besoin, donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a besoin de l'Iran. Parce qu'en effet, on va parler quand même de l'actualité ce soir. Et Antoine Bazbouche, vous connaissez aussi très bien la région, c'est de l'Irak quand même. C'est-à-dire que c'est les djihadistes quand même qui prennent la localité de Mossoul. Et ce soir, on a appris de la police irakienne que ces mêmes djihadistes de l'EIL, État islamique en Irak et au Levant, eh bien, ont pris aussi des secteurs de la localité de Kirkouk, qui sont quand même des zones stratégiques pétrolifères en Irak. Donc aujourd'hui, on a besoin de l'Iran. Et ça, c'est sérieux. Ça, c'est sérieux. On parlait d'arc chiite, c'est possible que ça existe. Je ne crois pas forcément que ça existe. C'est pas ça qui est en cause. C'est le fait qu'aujourd'hui, on découvre que Ben Laden n'était pas un Iranien. Ben Laden était un militant djihadiste. Et que les mouvements djihadistes, il ne vient pas d'Iran, il vient d'Arabie Saoudite, des autres pays. Donc on le savait déjà. On le savait, mais pas politique. Mais politiquement, on disait toujours le méchant, le terroriste, c'est l'Iran. Non. On arrive maintenant à une nouvelle réalité qui c'est que les Américains se retirent d'Irak et d'Afghanistan. On aboutit aujourd'hui à un nouveau rapport de force. Il faut tenir compte de ce nouveau rapport de force. Et ça, c'est bien clair. Antoine Bazbouche, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de l'Iran justement pour contrer ces djihadistes qui menacent aussi l'Europe? On le rappelle à nos téléspectateurs, parce qu'il y en a de plus en plus qui partent faire la guerre en Syrie et qui reviennent en France ensuite. 2 points. Dire que l'Iran n'a pas souffert des sanctions, c'est une aberration. Parce que sous le Shah, l'Iran exportait 6 millions de barils jour. Il y a 3 ans, 2,5 millions de barils jour. Il y a 1 an, c'était moins de 2 millions de barils jour. Et de ce fait, l'Iran a énormément souffert. Souffert dans son industrie, dans le chômage, dans la vie sociale. Et donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas les sanctions qui ont amené l'Iran à négocier en position de faiblesse. On peut masquer ça en disant que c'était l'Union nationale qui allait se retourner contre le guide. Et c'est Pasdaran. Et c'est pourquoi le guide a vu arriver le feu et a dit à Rouhani, il faut aller négocier au moindre coût. Alors pour répondre, c'est vrai que Bin Laden n'est pas perse, mais les Pasdarans sont perses. Et les Pasdarans, c'est une organisation terroriste d'État qui est présente dans plusieurs États de la région et qui est aux ordres de Téhéran, avec le général Soleimani. Et donc le Hezbollah, par exemple, est aux ordres de Soleimani. Et le Hezbollah est classé comme une organisation terroriste par plusieurs États occidentaux. On ne peut pas dire, je ne suis pas le porte-parole de la France, on ne peut pas dire que le Pasdaran, le Hezbollah n'ont pas pratiqué le terrorisme d'État. Mais Bin Laden n'a pas pratiqué le terrorisme d'État chez les Arabes. Je veux dire, il y a des organisations terroristes qui sont Al-Qaïda, qui ont une mauvaise presse, et il y a des organisations terroristes qui sont comme les Pasdarans, qui se déploient partout dans le monde et qui le revendiquent, ou le Hezbollah qui envoie ses forces en dehors du Liban et qui le revendiquent. Et là, ce sont des organisations qui sont absoutes de toute taxation de terrorisme par plusieurs observateurs. Il n'y a pas un traitement équitable des deux terrorismes qui sont sunnites et chiites. Il faut rétablir ce parallélisme. Oui, absolument. Mais pendant des années, là, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec M. Ourcade, c'est que quand ça arrange les Occidentaux, les méchants sont là, et quand ça ne les arrange pas, ils vont là-bas. Ce que vous dites est absolument vrai encore aujourd'hui. Et le terrorisme d'État iranien, encore je reviens à mes dadas, je suis navrée, je suis un peu là pour ça, parce que je suis iranienne, la seule iranienne ici parmi ces messieurs, la seule femme, c'est que le terrorisme d'État des gardiens de la Révolution, en premier, c'est les Iraniens qui en souffrent. Et ça, on n'en parle jamais, par contre. Alors jamais, jamais, jamais. La géopolitique de ce qui se passe dans les prisons, ce qui se passe dans les universités, 20 ans, encore il y a 2 jours, 20 ans de prison, évidemment, il ne va pas le faire. Pour 2 blogueurs, et on a remis
en prison une journaliste qui a été libérée récemment, etc., etc., etc. Donc on le sait tout ça. Monsieur Ourcade le disait justement, un archéologue français qui a été manu militari renvoyé d'Iran. Enfin, ça, effectivement, on a trop souvent, en plus, maintenant, on dit ce sont les purs et durs. Mais ça a été pendant des années la République islamique en soi qui se comportait comme ça. Maintenant, effectivement, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer comme ça. Et la société civile est là pour leur rappeler que l'Iran et le peuple iranien méritent mieux et plus. C'est eux. Rouhani a compris que c'est à lui maintenant de courir derrière la société civile. Oui, parce qu'il faut dire que Rouhani, c'est quand même un homme du sérail. Aujourd'hui, on dit que c'est un modéré, c'est quand même un homme du sérail. Évidemment, modéré, comme je vous dis, moi ce terme, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui a compris qu'il ne pouvait... C'est quelqu'un qui connaît en plus l'Occident, qui connaît les rapports de force, qui sait ce qui se passe dans le monde. Quand vous voyez M. Mesbah Yazdi, je ne sais même pas si je peux l'appeler monsieur, cet énergumène, écoutez, lui, c'est un danger public et effectivement, encore il y a 2 jours, il a commencé à vociférer. C'est qui, pardonnez-moi? Mesbah Yazdi, c'est un membre du Conseil des sages, ô combien il est sage, c'est un ayatollah, et c'est un danger public, Voilà. Pierre Conessa, j'aimerais que vous réagissiez aussi à ce que disaient tout à l'heure Antoine Basbous et Bernard Ourcade. Est-ce que l'Iran, aujourd'hui, a un rôle stratégique? Il a évidemment ce rôle stratégique dans la région, mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui justement de l'Iran pour contrer les djihadistes? Écoutez, d'abord, je constate me paraît une évidence, c'est-à-dire que pour résoudre une partie de la crise afghane, on a besoin de l'Iran. Pour résoudre une partie de la crise irakienne, on a besoin de l'Iran. Pour résoudre une partie de la crise syrienne, on a besoin de l'Iran, etc., etc. Donc on est dans une situation où l'ensemble des crises qui touchent la région sont des crises qui, d'une manière ou d'une autre, supposeraient qu'on ait une table de négociation avec l'Iran. Le paradoxe des négociations de Genève, c'est que dans le premier round, on a exclu l'Iran et qu'on a dit, puisqu'ils n'étaient pas au premier round, il n'y a pas de raison qu'ils soient au second round. J'ai rarement vu une attitude diplomatique aussi stupide que celle-là. Donc elle est très remarquable. Et les Occidentaux s'enfoncent avec l'appui de la France en diabolisant l'Iran, c'est-à-dire celui qui est l'acteur et central, si vous voulez, de toutes ces crises-là. La deuxième chose, c'est que, si vous voulez, l'Iran, effectivement, a aussi besoin de sortir de son isolement. Le paradoxe des sanctions, c'est que, vous savez, un pays sous sanctions, notamment un pays pétrolier, puisqu'il est sous sanctions, est obligé de développer son industrie non pétrolière. Et le paradoxe des sanctions internationales, c'est qu'en général, ça permet la naissance de l'industrie nationale. C'est ce qu'a connu l'Afrique du Sud quand il y avait l'embargo, etc. Donc l'état économique de l'Iran aujourd'hui est un état difficile. Mais d'abord, je ferai remarquer que ceux qui sont allés en Iran l'ont remarqué, il n'y a que les Occidentaux qui appliquent les sanctions. Quand vous regardez les matériels qui sont dans la rue, les Chinois, les Coréens, les Russes, etc., ils s'en fichent complètement. Donc ce n'est pas un pays sous embargo international. La communauté occidentale se considère comme la communauté internationale. Mais c'est une de ses faiblesses d'analyse diplomatique, c'est de croire qu'elle est encore le centre du monde. Et sur les crises de la région, il est évident qu'il faut l'Iran. Alors justement, sur les crises régionales, on va en reparler encore dans un instant, parce que le président iranien Rouhani était en Turquie. On ne peut pas dire que les relations soient très bonnes entre l'Iran et la Turquie. Pourtant, les 2 pays tentent de se rapprocher. On va en parler dans un instant. On fait une petite pause, le temps du rappel des titres. À tout de suite.